Mesdames et messieurs, chers professeurs, chers chercheurs et étudiants et invités distingués, au nom du comité d'organisation, j'ai l'immense plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième journée du colloque international en génie mécanique et civil qui se tient ici à la faculté des sciences et techniques de Fès. La journée d'hier a été riche en échanges scientifiques et en interventions de haut niveau. Nous sommes ravis de poursuivre aujourd'hui sur cette même dynamique avec un programme tout aussi remarquable axé sur les enjeux actuels en génie mécanique, génie civil et ingénierie durable. Nous débutons cette journée par une conférence inaugurale sur un sujet d'actualité alliant intelligence artificielle et matériaux composites. Permettez-moi maintenant de vous présenter notre premier conférencier de la journée, le professeur Khalifa Mansouri, et vice-directeur de l'École nationale supérieure de l'enseignement technique de Mohammedia. Sa conférence est intitulée « L'intelligence artificielle pour la modélisation et la simulation du comportement du matériau biocomposite ». Il s'agit d'une présentation innovante qui porte sur l'application de l'intelligence artificielle et la modélisation du comportement du matériau biocomposite, un domaine crucial pour le développement de matériaux durables, respectueux de l'environnement et performants sur le plan mécanique. C'est un véritable honneur d'écouter le professeur Khalifa Mansouri. Je vous invite à lui réserver un accueil chaleureux. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée scientifique. Merci. C'est un vrai honneur et c'est avec un grand plaisir que je viens dans cet établissement très prestigieux, donc pour plusieurs fois pour participer à des soutenances de thèse ou d'habilitation ou de recrutement. Donc je considère que c'est mon deuxième établissement. Je suis très honoré de me trouver parmi vous pour partager avec vous aujourd'hui un sujet d'actualité, d'accord, qui réunit deux choses très importantes. D'abord, des matériaux innovants. Des matériaux innovants qu'on voudrait produire pour l'avenir. Et puis, utiliser des moyens récents et des moyens actuels pour pouvoir prédire le comportement de ces matériaux, à savoir l'intelligence artificielle, les outils de l'intelligence artificielle. Ceci découle normalement et naturellement, Abdallah le sait, de mon cursus background, d'abord de quelqu'un qui a fait une première thèse en calcul de structure, donc je suis mécanicien de base, et après une autre thèse en informatique, et je trouve le plaisir de jumeler ces deux spécialités pour pouvoir produire des choses intéressantes. Alors, matériaux innovants, ça veut dire des matériaux nouveaux, qui ont des caractéristiques très intéressantes et qui peuvent combler beaucoup de besoins. Et le deuxième c'est l'intelligence artificielle. Je vais essayer de montrer surtout aux doctorants et aux étudiants comment peut-on remplacer l'expérience et remplacer les études analytiques et numériques avec des modèles intelligents qui sont beaucoup plus précis et beaucoup plus rapides et durables. Donc c'est ça l'intérêt de cette conférence. Voilà, vers une approche d'intelligence artificielle pour la modélisation et la simulation du comportement des matériaux innovants biocomposites. Et bio, ça veut dire qu'on va charger, pas comme d'une manière classique, on va charger les matériaux avec des substances organiques, biologiques. D'accord? Alors une petite présentation. Je suis Khalifa Mansouri, le directeur, un enseignant-chercheur et directeur adjoint de l'École normale supérieure d'enseignement technique. Nous avons quelques 1250 étudiants, 7 filières d'ingénieurs, 6 masters, une licence d'éducation et un DET. Je dirige aussi le laboratoire de recherche depuis quelques 5 années, modélisation et simulation des systèmes industriels intelligents, M2S2I. Donc nous avons 46 enseignants-chercheurs, 77 doctorants, 45 thèses de doctorat soutenues. Et nous organisons chaque année une conférence I3E et indexée dans Scopus et une journée sciences GSI, donc des sciences d'ingénieurs, journée de sciences d'ingénieurs chaque année en juillet. Je suis auteur de 11 livres, des livres qui sont pédagogiques, qui sont enseignés à l'université, et d'un livre scientifique qui s'appelle Géospatiale Intelligence, qui est publié en Allemagne
donc, qui est utilisé en intelligence artificielle. Voilà les coordonnées de recherche si vous en avez besoin, donc pour le contexte par la suite. Alors dans mon introduction, je vais poser le problème, donc des généralités, et puis après je vais présenter les méthodes classiques pour pouvoir faire des comparaisons par la suite. Après je vais vous présenter l'implémentation des outils de l'intelligence artificielle, et après on va faire une comparaison, et on va faire une étude vers la fin. Alors je vais essayer de décortiquer le titre de la conférence. Alors pourquoi? Donc pourquoi cette conférence? D'abord, qui? C'est les biocomposites, c'est des matériaux biocomposites. Je vais vous dire comment ces matériaux sont construits. Après, quoi? Chercher leur comportement, prédire leur comportement à venir. Et puis, comment? Avec les outils de l'intelligence artificielle. Alors, bien entendu, ça c'est une position du problème. Donc, il y a des changements environnementaux donc, qui sont divers. Et donc, il faut qu'on s'adapte à la situation. Il faut qu'on propose des matériaux qui s'adaptent. Donc, événements climatiques extrêmes, perte de biodiversité. Secteur industriel. Donc, dans le secteur industriel, a besoin de nouveaux matériaux. Donc, en production et en construction, en fabrication, etc. Légèreté, caractéristiques mécaniques assez importantes, etc. Exécution et proposition des solutions, donc proposition de nouvelles solutions qui sont écologiques, qui respectent la nature et durables aussi, donc dans la durabilité, d'où la nécessité donc de produire des biocomposites en utilisant l'intelligence artificielle. Donc voilà pour éviter la pollution bien entendu et pour repenser donc nos habitudes qui sont axées sur des matériaux qui sont lourds, qui sont compliqués, etc. Alors donc, les objectifs, donc développer et appliquer les outils de l'intelligence artificielle pour prédire les caractéristiques mécaniques des matériaux, explorer et optimiser l'utilisation de biocomposites comme alternative durable, dans pas mal d'applications, notamment en industrie, en santé, surtout dans les greffes d'organes, d'organes du corps humain, et puis élaborer une méthodologie hybride combinant expérimentation et modélisation. Alors le contexte de l'étude consiste à répondre aux enjeux d'une révolution donc industrielle. D'accord? Pourquoi les biocomposites? J'ai dit parce qu'ils présentent des caractéristiques très intéressantes et le rôle central de l'intelligence artificielle pour proposer de nouvelles méthodes qui n'existaient pas auparavant, répondre aux exigences des réglementations et puis répondre aux besoins des industriels, notamment dans les grandes industries, par exemple chez l'aérospatiale, les voitures et puis tout ce qui est la santé, la médecine, etc. Alors, une prédiction rapide des propriétés mécaniques. Rapide, j'insiste sur rapide parce que nous allons proposer des modèles qui sont très rapides, avec une vitesse de convergence très rapide, une optimisation des formulations pour les performances sur mesure, et une réduction significative des coûts. Donc, bien sûr, le temps de calcul coûte. Donc, et pourquoi? Donc, si on réduit le temps de calcul, on réduit donc les coûts de production. Alors, j'ai des généralités sur les composites en général. Bon, je reviens un peu dans l'histoire. Donc, il s'agit d'une matrice, soit métallique, soit céramique, soit polymérique. D'accord? Une interface donc, qui sert pour la stabilisation de la morphologie du matériau, une augmentation de l'adhésion entre les phases d'état solide, amélioration de l'interface, donc l'interface entre la matrice et entre les adjuvants, donc ce qu'on ajoute à l'intérieur du matériau. Alors renforcement, on renforce avec des fibres, soit avec des fibres lorsque on a des caractéristiques, on a besoin de développer les caractéristiques de traction, d'allongement, ou bien des particules, d'accord, donc à l'intérieur. Et puis le résultat c'est des biocomposites, donc traitement alcalin, traitement avec des silanes, le greffe chimique, etc. Alors donc les contextes méthodologiques, donc rassembler, donc rassembler les deux méthodes de détermination du comportement des matériaux, méthode donc classique. Donc nous allons faire des calculs numériques sur des matériaux avec des logiciels de calcul numérique pour avoir beaucoup de données, parce que les outils de l'intelligence artificielle demandent un très grand volume de données. Donc il faut trouver ces données quelque part. Malheureusement, on ne peut pas faire des expériences pour avoir beaucoup de données. Donc nous, ce que nous allons faire, nous allons nous baser sur des logiciels de calcul, qui nous permettent de créer ce qu'on appelle dataset. Un dataset, c'est quoi? C'est une grande base de données que nous allons utiliser pour
pour faire apprendre le modèle. Parce que le modèle, il apprend donc pour pouvoir s'adapter à la situation. Après, plusieurs études bibliographiques, donc nous avons fait beaucoup d'études bibliographiques, parce que on peut dire, à ma connaissance, notre équipe est la première équipe qui a introduit les raisons de neurones artificiels dans la prédiction des matériaux. Donc auparavant, il n'y avait pas, dans l'étude bibliographique, il n'y avait pas de travaux de recherche qui ont permis de faire ça. Qui ont fait ça, donc quelques 5 à 6 thèses qui sont réalisées dans ce sens. Et les premiers résultats, on avait beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, on a un grand volume de données sur lesquelles on travaille. Et puis recherche académique des doctorants de l'équipe, etc., de l'équipe de recherche, mon équipe qui s'appelle Système informatique distribué et intelligence artificielle du laboratoire M2S2I. Donc, modèle intelligent pour prédire le comportement de ces nouveaux matériaux. Alors, je reviens un petit peu sur les méthodes classiques. Comme ça, je vais faire le pont avec Alors, les objectifs, c'est les méthodes numériques en utilisant les logiciels, notamment la méthode des éléments finis ou la méthode semi-analytique, par exemple, des modèles Morita-Naka, etc. Et puis, les techniques expérimentales. Alors, là, vous avez, si on critique ces méthodes-là, premièrement, les méthodes expérimentales sont d'abord très coûteuses. La première des choses, c'est que pour faire une expérience, ça coûte beaucoup d'argent. Deuxièmement, c'est la précision. Il y a un problème de précision. D'accord ? Des fois, on est en train de traiter un matériau sous l'effet de chaleur ou de conditions climatiques, eh bien, on traite un autre matériau différent de celui qu'on traite. Et par conséquent, on aura des résultats qui sont très différents de ceux que nous souhaitons. Deuxièmement, l'étude numérique. L'étude numérique, il consiste à prendre beaucoup de temps. Ça coûte en argent. Parce que si on revient dans le temps, par exemple, les méthodes des éléments finis dans module F, ou vous avez beaucoup de 6 ou beaucoup d'autres. Pour avoir une précision, il faut augmenter le nombre d'éléments finis, et par conséquent, à des milliards de milliards, et par conséquent, il vous faut beaucoup de temps de calcul. Des fois, ça peut aller jusqu'à 24 heures. Si l'algorithme ne bloque pas. S'il bloque, il faut refaire. D'accord ? Donc, c'est ça les inconvénients de ces deux méthodes-là. Alors, les méthodes analytiques, vous avez donc classiquement, donc vous avez des modèles qui sont utilisés en général. La méthode de Morita-Naka qui permet de faire l'homogénéisation, c'est-à-dire il considère que ce qu'on ajoute dans le matériau, donc le composite, on ajoute, ils sont des inclusions que nous faisons une homogénéisation, donc ça c'est très clair. Méthode des éléments finis, donc vous avez bio-load mesh, donc c'est-à-dire que ça c'est la matrice toute seule, ça c'est l'adjuvant, d'accord, et puis là c'est l'ensemble que il y a des problèmes d'interface, etc., que vous réglez en finissant, en ayant donc un maillage très fini, donc au niveau de contact. Donc voilà, bon, quelques hypothèses, donc ça je ne vais pas tarder dessus. Alors la matrice étude du comportement de mécanique du polymère, donc on a bon, pour vous dire, ça fait au moins une dizaine d'années qu'on travaille sur ce sujet. Nous avons caractérisé pratiquement tous les matériaux qui constituent la matrice. Et nous avons caractérisé tous les biocomposites que je vais vous citer par la suite. Nous connaissons très bien ces matériaux-là. Donc voilà, nous avons fait la matrice, caractérisé la matrice, le biocomposite. Nous avons réuni les deux, matériaux innovants, études expérimentales et numériques du comportement mécanique des matériaux. Bien entendu, pour construire une base de données. Ça nous a pris beaucoup de temps pour construire cette base de données que nous utilisons donc pour utiliser les outils de l'intelligence artificielle. Voilà donc quelques exemples. Par exemple, les caractéristiques du propylène, d'accord, pur, nous l'avons caractérisé donc avec une courbe contrainte déformation avec les caractéristiques. La même chose pour le PVC. Nous connaissons très bien maintenant le PVC avec toutes ses variantes, etc., avec leurs caractéristiques. Eh bien, nous avons tout ce qu'on ajoute. Alors, nous avons commencé par une étude des cornes, les cornes de vache ou de mouton. Et donc, le premier doctorant est venu à Fès. Donc il a passé ici une semaine, et donc il a visité toutes les personnes qui fabriquent des produits à partir des cornes. Donc parce que la méthode d'élaboration de ce matériau, donc il faut qu'il comprenne. Et puis il a fait des plaques. Et il a payé la personne pour lui faire, un artiste, pour lui faire des plaques. Sur ces plaques-là, il a coupé
des éprouvettes qu'on a soumis à des essais mécaniques pour les caractériser, etc. Et nous avons eu des caractéristiques d'un matériau. Voilà. Après, donc, si vous voulez, lorsque on fait le mélange, donc on a quelque chose comme ça avec les fibres, d'accord, et on a caractérisé encore. On a fait beaucoup d'expériences. La première thèse, on n'a pas fait d'intelligence artificielle, on n'a fait que la caractérisation des matériaux bio, donc on n'a que les adjuvants et les matériaux de la matrice. Alors voilà, donc ça c'est le modèle élément fini. Malheureusement, vous ne voyez pas les éléments, maillage, biocomposite. Alors après, le PP avec les cornes, donc ça le mélange. Et donc nous avons l'étude numérique, donc courbe, contrainte, déformation, essai expérimental. Voilà les essais expérimentaux avec des pourcentages. Il a passé sa vie, il a passé beaucoup de temps à modifier les pourcentages. D'accord, il a pris 5%, 10%, 15%, etc. jusqu'à 50%. Donc il a fait beaucoup d'essais mécaniques. D'accord. Après, ici, courbe, contrainte, déformation avec le modèle donc semi-numérique, semi-analytique, donc qui est Mori-Tanaka. Et puis, méthode d'éléments finis. Donc voilà. Et nous avons une vraie correspondance. Parce que avant de passer à un modèle intelligent, il faut vraiment connaître parfaitement donc, le matériau. Voilà donc les caractéristiques que je peux partager avec vous par la suite. De toute façon, on les a une fois, ils ont été publiés, donc on les a même publiés sur Internet, donc pour pouvoir les utiliser. D'ailleurs, j'ai appris que j'ai fait un rapport d'une thèse qui va se soutenir bientôt chez vous, donc qui a utilisé donc ça fait un plaisir et un honneur. Donc ça c'est les propriétés. Donc après il y a quelqu'un d'autre qui a étudié donc les coquilles d'escargot, d'accord, parce qu'on va renforcer avec les coquilles d'escargot. Et donc il a étudié donc le comportement de ces coquilles là. Après donc on a mélangé et puis on a les caractéristiques donc pour le matériau pur et pour le matériau qui est donc chargé. Et puis, on est allé chercher la kératine qui se trouve dans les plumes de poule. C'est très important pour pouvoir... c'est un matériau bio donc, qui va permettre de charger le matériau. Là aussi, on a les caractéristiques. Bien sûr, on a tracé les courbes, etc. Je ne vais pas trop tarder dessus. Donc, ils sont dans la littérature. Et puis, on récapitule. Donc, les tests expérimentaux de traction, le modèle Mori-Tanaka et les méthodes des éléments finis ont permis de déterminer les propriétés mécaniques optimales des différents biocomposites. Mais à quoi ils nous ont servi? Donc, les particules des différentes biocharges, on a remarqué qu'ils améliorent considérablement le modèle de Young donc, des différents biocomposites. C'est-à-dire qu'en chargeant le matériau de base, eh bien, on améliore les caractéristiques mécaniques en traction, en compression, le comportement en général. Donc, c'est ça ce qu'on a proposé comme solution alternative à des matériaux qui ne sont pas très résistants et très intéressants du point de vue caractéristique mécanique. Nous allons passer maintenant à l'introduction des outils de l'intelligence artificielle. Ça, c'est la base. Là encore, il y a 2 ou 3 doctorants qui sont venus après. On a fait beaucoup d'essais, vraiment beaucoup d'essais. Je peux vous dire, c'est des milliers d'essais pour pouvoir trouver le bon modèle. On ne peut pas venir en 4 heures ou en 6 heures et faire une analyse et trouver le modèle adéquat pour pouvoir représenter un matériau. Il faut faire beaucoup d'essais, notamment parce que dans un réseau de neurones artificiels, il faut d'abord trouver la bonne combinaison des couches, le nombre de couches. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et puis, les fonctions d'activation. Il faut chercher la bonne combinaison de fonctions d'activation. Donc, vous prenez une et vous la variez avec toutes les autres fonctions. Vous prenez l'autre, etc. Et pour chaque matériau. Et donc, une fois que vous trouvez le modèle, il devient standard. C'est quelques secondes de calcul pour avoir les résultats. Vous changez les caractéristiques d'entrée et vous aurez les résultats de sortie sans aucun problème. Celui qui fait la conception passe beaucoup de temps à trouver le modèle intelligent, mais après ceux qui vont venir après lui, eh bien, ils n'ont pas de problème, c'est très rapide. Donc, c'est ça un petit peu la situation. Donc, voilà, donc, en général, vous devez avoir un dataset obligatoire. Donc, ici, résultat, là, le dataset, nous, on l'a construit. Il n'existait pas dans la littérature, on l'a construit à partir des résultats
des logiciels de calcul de structure, notamment ANSYS, Abacus, etc. Les logiciels. Donc on a un grand dataset. D'accord. Après, nous allons donc fixer les paramètres du modèle. Type de réseau de neurones, là encore, il faut faire beaucoup d'essais. Bon, des fois, vous passez 3 mois et vous ne trouvez pas la meilleure combinaison. Donc, jusqu'à ce que vous trouviez donc la meilleure combinaison. Donc, choisir les algorithmes, d'accord, et puis choisir les fonctions d'activation. Une fonction d'activation, c'est une fonction qui permet, c'est un seuil. À partir, lorsque le modèle l'atteint, on va dire que le neurone commence à donner de bons résultats. D'accord. Donc, il faut choisir la bonne combinaison de fonctions d'activation. Bon. Par rapport au dataset, il faut le diviser en 3. Le dataset, il faut diviser en général l'entraînement. Il faut entraîner. C'est comme si vous prenez un enfant et vous lui apprenez quelque chose. Donc, vous lui apprendre c'est quoi une voiture. Donc, si vous lui passez une seule image, une voiture, après vous lui dites fait une autre position, il vous dit que ça, je ne sais pas. Donc, il faut lui montrer beaucoup de positions de voiture. 10, 20, 30, 50, 100. Ben après, si je vous changez un petit peu l'angle de division, oui, c'est une voiture. Donc il faut lui apprendre. Donc ça prend. C'est pourquoi on a un grand pourcentage, 70%. Après, donc vous faites le training. Après, vous faites le test. Une fois vous entraînez votre modèle, vous le testez. Ben je trouve. الدري كتوريه 20 images. كتقول له هذه فواتور من هنا من الفوق من تحت etc. كتخلي واحد شويه تقول له شوف هذه كتستيه. Et le gars dit que ce n'est pas une voiture, il n'a pas encore appris. D'accord. Donc en général, on prend 15%. Et puis, là, le dernier, c'est la validation. Une fois vous avez entraîné, vous avez testé votre modèle, il faut le valider. Et bien vous validez avec, en général, vous pouvez ne pas valider. S'il est bien testé, s'il a bien appris. Les pourcentages, il y a beaucoup de questions qui se posent, et ça pour les doctorants. Alors, comment on choisit les pourcentages? Bon, ça c'est l'idéal, hein. Mais en général, ça ne marche pas comme ça. Des fois, si vous avez un petit dataset, il faut faire un grand pourcentage d'apprentissage. Il y a 300, 500, 1000 données, c'est le 80%. Parce qu'il faut qu'il apprenne. Si vous avez un grand dataset, vous pouvez descendre, sans pour autant descendre à 70. D'accord. Parce que pour le test et la validation, vous n'avez pas besoin de beaucoup de données. D'accord. Donc, au moment, il faut aller entre 70 à 90%. D'accord. Ça dépend de la taille du dataset. Bien, une fois notre modèle est entraîné, eh bien, on commence à faire des calculs. Attention, évitez le surapprentissage. Des fois, à force de montrer des images à cet enfant, il commence à confondre la voiture avec l'autocar ou حاجة أخرى. D'accord. Et par conséquent, il commence à le confondre avec une autre chose. Donc là, bien entendu, on a un contrôle, la minimisation d'une erreur quadratique moyenne. La courbe, on la trace et on minimise l'erreur quadratique moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va commencer à apprendre, où l'erreur, il descend. On pose l'erreur target, objectif. Lorsque epsilon est fixé à l'avant, on fixe l'erreur. Une fois il est minimal, attention, après c'est l'overfitting. Donc c'est le surapprentissage. Donc l'erreur quadratique moyenne, là encore, il faut savoir fixer, il faut avoir l'expertise de fixer l'erreur quadratique moyenne. Bien entendu, on retraîne le modèle jusqu'à ce qu'il s'adapte, etc. Pour trouver les best paramètres, donc les meilleurs paramètres, et puis, etc. avoir le modèle final. Donc ça, c'est un processus qui dure longtemps, qui demande de l'expertise à la fois des matériaux, qui demande des données, mais qui demande aussi une expertise dans la modélisation donc intelligente. Bon, je fais un petit rappel, je n'ai pas l'habitude de faire les définitions dans mes conférences, en général, vous avez l'intelligence artificielle, donc c'est-à-dire que essayer d'imiter donc l'intelligence humaine. Il y a le machine learning, donc machine learning, ça veut dire l'apprentissage des machines, l'apprentissage permet. Et il y a le deep learning, en utilisant les réseaux de neurones, il y a l'apprentissage automatique, c'est-à-dire que les neurones apprennent automatiquement. Donc dans un réseau de neurones, il y a un certain nombre de couches. Vous avez ce qu'on appelle les couches d'entrée, les couches cachées et les couches de sortie. Vous êtes d'accord avec moi? Toujours une seule couche d'entrée et une seule couche de sortie, mais il peut y avoir beaucoup de couches intermédiaires ou beaucoup de couches cachées. D'accord. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, c'est choisir le nombre de couches d'abord intermédiaires.
Ça dépend de la situation. Deuxièmement, choisir le nombre de nœuds par couche. Ça, c'est très important. Donc, nous, on a fait, en travaillant sur ce sujet, nous avons fait beaucoup d'essais. Beaucoup d'essais. Les étudiants ou les personnes qui travaillent, ils font beaucoup d'essais, ils essaient de sentir qu'ils s'approchent de la bonne solution. D'accord? Jusqu'à ce que vous trouviez donc la meilleure solution. Parce que finalement, il n'y a pas de, on va dire entre guillemets, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a, on essaie de chercher un modèle qui permet de trouver des solutions, etc. Vous donnez l'intelligence à son modèle. Vous lui donnez, en lui faisant donc des apprentissages. Par exemple, si vous faites ça, vous aurez ça, si vous faites ça, maintenant, après, entre les deux, il peut faire du... Alors, s'il vous plaît, je voulais juste préciser quelque chose de très important. Il ne faut pas dire que l'intelligence artificielle date de quelques dizaines d'années. Non. L'intelligence artificielle date depuis très longtemps. Nous avons fait de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai soutenu ma thèse en 1994. J'ai utilisé l'interpolation, l'extrapolation, etc. dans la prédiction, donc la forme de l'aile d'avion lorsqu'il pénètre dans une, etc. Flair pour avoir un aérodynamisme, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On travaillait sur des données et puis vous essayez de, par exemple, par la méthode polynomiale, qui dit que parmi n points passe un polynôme de degré n-1. Atteignez n points, les prévisions météorologiques. Si vous me donnez maintenant 100 points, je peux vous déterminer le polynôme P de x, y est égal à P de x, le plan, là, z égale à P de x, y, l'espace, par lesquels passe un polynôme. Mais c'est mouche, lorsque je trace le polynôme, ben je peux prédire ce qui va se passer après. Et je peux continuer à tracer, mais c'est un modèle. Alors, ils utilisent les prévisions météorologiques. Ils prennent des images de satellite par satellite des nuages qui sont sur l'océan. Les États-Unis nous font les coordonnées de cette... Et puis, nous avons les coordonnées, nous inversons une matrice très lourde, des fois sans son. D'accord? Une matrice sans son, c'est très lourd. 1 sur déterminant de A transposé de la jointe de A, ça prend beaucoup de temps donc à inverser. C'est pourquoi le temps de réponse d'un système de ce genre-là est de 24 heures. Ce n'est pas quelques 5 minutes, etc. Mais les grands calculateurs, ils le font en 10 minutes, etc. Donc sur la météorologie nationale à Casablanca. Et puis on peut prédire. Donc ça, on l'a déjà fait. Il ne faut pas que les gens vous disent l'intelligence artificielle, c'est d'abord, etc. Sauf que c'est à la mode maintenant. Et que qui a donné cette importance à l'intelligence artificielle? C'est la force de calcul, les serveurs de calcul. Nous calculons vite et nous stockons beaucoup de choses. Mais avant, on ne pouvait pas faire le stockage. On travaillait sur des machines, 512 kilooctets de RAM et 20 mégas de disque dur lorsqu'on faisait la méthode des éléments finis dessus. D'accord? Donc, il ne faut pas vous mentir, l'intelligence artificielle date depuis très longtemps. Voilà. Et puis, les poids. Ça, c'est important, le choix des poids aussi, parce qu'on va faire une somme pondérée, une pondération donc de la somme. Alors voilà, donc si on transforme, vous avez les entrées, vous avez les poids, chaque entrée a son poids, on fait une somme pondérée et puis on utilise des fonctions d'activation pour produire des sorties. Voilà, sur MATLAB, voilà ce que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez, lorsque vous voulez faire des outils de l'intelligence artificielle, soit vous utilisez des outils qui existent déjà. Je ne parle pas de l'intelligence artificielle générative. Je ne parle pas. Je parle de construction de modèles. On ne peut pas faire l'IA générative dans les matériaux comme ça. C'est un problème physique. C'est un problème qui demande de vous une expertise. Et donc, vous fixez les caractéristiques de la matrice, vous fixez les résultats souhaités, les target. Attention, il faut dire que je préfère ça. D'accord? Il faut fixer, vous avez les résultats prédits, et vous avez donc les résultats prédits, et vous avez l'erreur par rapport à la target, l'erreur quadratique moyenne que vous fixez donc auparavant. Donc voilà votre modèle. Par exemple, ça c'est un exemple qui combine les algorithmes d'entraînement, etc. Donc sur MATLAB, vous aurez donc ceci, mais vous pouvez faire votre propre programmation sur Python, donc vous pouvez programmer sur Python donc sans aucun problème. Voilà, donc je vous donne juste un exemple, mais mes doctorants ont fait une centaine de combinaisons comme ça.
mais je prends que 6 parce que par la suite, les résultats dépendent de ça. Donc, les structures du modèle que nous avons proposé, 1, 5, 1, ça veut dire quoi? Une couche d'entrée, une couche de sortie, et 5 couches, etc. 3, 10, 10, donc deux couches internes avec 10 nœuds, etc., etc. Donc, et des targets, etc. Donc, nous allons revenir sur les 6 modèles par la suite. Et donc, les différents algorithmes d'apprentissage, je vous ai dit avant, il faut fixer, l'algorithme, elle est là, d'accord? Il faut fixer ici l'algorithme, quelque part, il faut, non, je reviens, donc oui, il faut fixer l'algorithme avec lequel vous allez faire l'entraînement, donc l'entraînement, voilà. Je choisis encore un certain nombre d'algorithmes, et on a beaucoup, d'accord, d'algorithmes. Je vais vous parler dans les perspectives, ce qu'on peut faire nous-mêmes, d'accord. Donc il y a des combinaisons d'algorithmes. Vous voyez toujours qu'il y a donc une combinaison, etc. Et voilà. Et donc le modèle intelligent 1, avec 1, 5, 1. 1, 5, 1. Alors, nous allons fixer la couche d'entrée, la couche de sortie, la couche intermédiaire avec le nombre de nœuds et nous caractérisons. Alors, lorsqu'on a fait l'entraînement, qu'est-ce que nous avons trouvé dans cette situation-là? Ça c'est général, pas par rapport à ce que nous faisons dans les matériaux. Je vais vous parler de résultats dans notre cas. Donc, dans ce cas-là, on préfère l'algorithme LM, donc c'est le premier, pour des applications nécessitant une haute précision. Donc on a fait des essais comme ça. Éviter les autres algorithmes dans le contexte qui exige de la précision. Deuxième modèle intelligent, donc là, le résultat c'est toujours l'algorithme LM se distingue par l'optimisation de la précision. Donc l'algorithme 2, je pense qu'il y a 2 couches, donc 10, 10, etc. Mais ne convient toujours pas pour une convergence rapide initiale. Parfois, on a besoin d'une convergence initiale. Une fois on lance, l'algorithme essaie de converger. L'algorithme, il est bien pour la précision, mais il n'est pas bien pour la convergence initiale, il est bien pour la convergence finale. Alors le problème, les algorithmes GDX sont moins appropriés pour les applications exigeant une très grande précision en raison de leur lenteur, etc. La même chose pour l'algorithme 3, on a des résultats. Donc toujours l'algorithme LM est un algorithme qui est très intéressant. Alors dans ce cas-là, le modèle 4, l'algorithme OSS et BFG convient mieux pour les situations avec des objectifs d'erreur moins contraints. Il se distingue l'atteinte de l'erreur quadratique minimale rapidement. D'accord. Donc, par exemple, les 2 algorithmes-là, donc préférez ces algorithmes pour les applications nécessitant une convergence rapide avec une précision stricte. L'algorithme 5, c'est LM toujours l'emporte, donc les autres se convergent avec une convergence initiale. Si par exemple nous avons besoin d'une convergence initiale rapide, donc on prend ces algorithmes-là. Et puis le dernier, donc vous avez convergence toujours initiale rapide, mais analyse de la convergence, l'algorithme BFG se dégrade à mesure de l'objectif d'erreur est réduit. Lorsque l'objectif d'erreur, donc l'erreur quadratique, est très petit, eh bien l'algorithme BFG ne fonctionne pas bien. Et PRP révèle être le meilleur complément de l'algorithme SGS. Fait le cas. Bon, récapitulons. Donc on a choisi je vous ai dit qu'il y a des centaines d'algorithmes comme ça, des centaines de modèles. D'accord? Mais j'ai choisi juste 6 pour vous donner une idée, d'accord, pour ne pas trop tarder. Ça se trouve dans la littérature, on a déjà publié ça, donc ils sont déjà publiés, vous avez toutes les combinaisons, d'accord. Pour construire un modèle intelligent, il faut avoir beaucoup de temps, il faut se spécialiser. Vous ne pouvez pas venir, j'étais dans des jurys de thèse, utilisation de l'intelligence artificielle, ils prennent un résultat, ils l'appliquent, non, ça ne marche pas. On peut trouver des erreurs. Non, il faut se spécialiser, il faut chercher le meilleur modèle. Lorsque vous dites vers un modèle de caractérisation d'un matériau, il faut le construire, ce modèle. Il faut faire beaucoup d'essais. Il faut montrer que vous avez convergé vers le modèle. Donc, l'algorithme, comme récapitulatif de l'étude, donc l'algorithme LM se distingue par sa convergence rapide et ses faibles erreurs quadratiques moyennes, donc surtout pour les réseaux de petite taille. Lorsque vous avez مثلا 1, 5, 1, les petites tailles, ça veut dire les grandes tailles, ça veut dire beaucoup de couches intermédiaires. Ça ne marche pas. D'accord? Cependant, ces performances se détériorent avec l'augmentation du nombre de poids. Lorsque vous avez beaucoup de poids, qu'est-ce que ça veut dire le nombre de poids? Ça veut dire le nombre de couches. Si vous avez plusieurs couches, vous avez plusieurs nœuds, et donc vous avez plusieurs poids. D'accord? Et ces besoins en mémoire sont plus élevés, c'est logique.
lorsque vous augmentez le nombre de points, vous augmentez le calcul, et donc vous augmentez la mémoire, et les gourmands ont en mémoire. Voilà. Donc, d'abord, on a choisi les algorithmes, d'accord, les modèles. Maintenant, on va passer aux fonctions d'activation. J'ai dit qu'une fonction d'activation est une fonction seuil. Lorsqu'on l'atteint, lorsqu'on s'approche de la fonction, on va dire que le nœud, ou là, le modèle commence à donner un bon résultat. Donc vous avez les entrées, vous avez les points, vous avez une somme pondérée. Vous pouvez corriger avec ce qu'on appelle un billet, d'accord ? Et puis, vous appliquez une fonction d'activation. Là encore, il faut faire beaucoup d'essais pour chercher la meilleure combinaison des fonctions d'activation. Vous devez prendre une fonction d'activation à l'entrée et une fonction d'activation dans les nœuds. Donc, une combinaison, on va voir un exemple pour avoir donc une sortie. Alors, donc, voilà les types de fonctions. Bon, vous avez des fonctions d'activation qui sont standards, qui sont dans MATLAB, vous les choisissez. En général, les gens choisissent une sinusoïde, d'accord. Mais nous, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où nous commençons à construire nos propres fonctions d'activation. Et ça, c'est pas évident. Parce qu'il faut avoir une bonne connaissance du matériau, une bonne connaissance des modèles, un bon apprentissage, et après, vous commencez à fixer certaines fonctions d'activation. Vous sentez un peu le comportement du matériau, comment il va et donc vous choisissez votre... Donc ça, c'est notre prochain défi, voilà, l'équipe. Je ne vais pas, en général, je ne l'expose pas parce que personne ne le fait en ce moment-là. Donc c'est pourquoi on va attendre jusqu'à ce qu'on brevete donc les résultats par rapport au choix des fonctions d'activation en fonction donc des matériaux. Voilà, donc c'est certaines qui sont standards, qui sont utilisées. Voilà donc les combinaisons. Je choisis 9 possibilités de combinaison. Donc, le hidden ou l'out, donc l'output, la sortie ou l'intermédiaire, d'accord. Et donc, on va faire encore des entraînements. C'est toujours des entraînements sur des données, d'accord. Donc, là, vous avez, en utilisant la fonction d'activation, une combinaison cette fonction d'activation avec d'autres. Donc, évolution de coefficient de régression, les 3 modèles étudiés montrent des dynamiques claires. Le modèle le plus rapide atteint rapidement le coefficient proche de 1. Parce qu'on s'approche, parce que soit on part entre 0 et 1, mais il faut s'approcher au mieux de 1 pour dire que le modèle représente vraiment ce que nous cherchons. La même chose ici, donc le modèle utilisant la fonction atteint le coefficient proche de 1, etc. C'est ce que j'ai dit. La même chose ici, donc vous avez résultat observé, aucun des 3 modèles. De la combinaison, aucun des 3 modèles n'a convergé. Donc ça, on le rejette. Donc voilà, il n'y a pas de conclusion. La fonction n'est pas optimale pour les architectures où performance et précision élevées sont requises, c'est-à-dire sont demandées. La fonction, avec cette fonction-là, là encore, on a fait beaucoup d'essais et donc on a comparé. La 9e utilise donc la fonction d'activation, celle-là, donc c'est relevé la plus adaptée, etc. Voilà, donc un avantage. Il offre une convergence plus rapide et une meilleure prédiction, etc. Donc voilà, récapitulatif. Alors là, je retiens la meilleure, donc elle a surpassé les autres combinaisons en termes de rapidité et de convergence et de précision produite. Voilà, donc l'essentiel, c'est que vous faites beaucoup d'essais pour sortir la meilleure combinaison dans votre cas. Et donc, maintenant, nous arrivons à la dernière phase, c'est la combinaison des deux. Je vous ai présenté ce que c'est qu'un biocomposite, ce que c'est que les outils de l'intelligence artificielle, comment aller chercher un bon modèle. Maintenant, on va combiner pour voir un petit peu qu'est-ce qui va donner au niveau de nos matériaux. Voilà. Donc, vous avez le réseau de neurones utilisé, et nous avons la fameuse courbe, l'entraînement, la validation et le test, et la minimisation de la erreur quadratique moyenne. La minimisation, c'est là. C'est le nombre d'époques. C'est le nombre d'époques. Vous faites beaucoup d'itérations. Et lorsque l'erreur quadratique moyenne, eh bien, c'est le modèle et les performants. C'est là les caractéristiques que vous prenez. Donc, il a appris. Mais après, si vous continuez, c'est le surapprentissage. Il n'apprend plus rien. Mais il vous donne autre chose. Donc, il faut chercher le point pic. C'est très important.
Voilà, donc vous avez ici maintenant, vous avez les caractéristiques, le nombre d'époques, par exemple l'entraînement, la validation, et vous voyez que c'est des courbes qui sont presque linéaires. Ici c'est la combinaison de toutes les... Et ici on trouve les résultats avec notre modèle intelligent, donc nous avons proposé pour, par exemple, la prédiction de l'acidité polypropylène, chargé par différentes biocharges, les escargots, les caractéristiques, le test expérimental, le modèle de Young, le modèle intelligent, etc. Noix d'argan, oui, on a aussi travaillé avec la noix de l'huile d'argan, de l'arganier, etc., etc. Vous allez me dire, mais tout ça, pourquoi? Alors qu'il y a des logiciels qui font déjà tout ça. Eh bien, je vous dis que tout simplement, l'objectif était de chercher un modèle qui remplace l'expérience et le numérique et l'analytique, qui tend vers remplacer. Une fois on a un modèle, tout le monde peut l'utiliser, les bureaux d'études peuvent l'utiliser sans problème. C'est une boîte noire, vous lui donnez les inputs, il vous donne les outputs et vous n'avez pas de problème. Et c'est rapide, c'est en quelques secondes vous avez les résultats, parce qu'il est déjà entraîné, le modèle est déjà entraîné. Donc, il vous fait gagner la complexité de l'expérience. La complexité de l'expérience. Deuxièmement, la rapidité. Le calcul numérique, ça prend beaucoup de temps. Et donc, vous avez un modèle et la précision. Et la précision. Si vous avez bien entraîné votre modèle, vous l'avez vérifié, vous l'avez bien testé, eh bien, vous aurez donc beaucoup de précision par rapport. Donc, là, si vous voulez, c'est plus précis que les autres donc, méthodes, etc. Ça, c'est le modèle de Young, donc avec le nombre de... plus le nombre de données dans la dataset donc, est grand, plus vous avez une bonne précision, corrélation entre les valeurs de la base de données et les valeurs prédictives. Bon, je fais une étude récapitulative, donc un matériau composite en général biochargé. C'est une matrice avec un biorenforcement pour avoir un matériau biocomposite. On a travaillé sur les polypropylènes et le PVC. C'est tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et nous avons travaillé ici sur les cornes, sur noix de coco, l'arganier, plumes de poulet, etc. D'accord, les escargots, etc. Et puis, les objectifs, c'est utiliser les méthodes numériques et les techniques Bon, ça, c'est une perspective que je vais vous dire aussi, qui m'a été faite lorsque j'ai fait une autre conférence de ce genre, donc... en France, et puis quelqu'un m'a donné une très bonne idée, je le remercie, c'est que, et ça n'a pas été fait auparavant, bon, on n'a pas fait, c'est que nous nous basons, il a critiqué un petit peu notre modèle en disant que vous êtes basé sur des données qui sont issues du calcul numérique, qui, à la base, il y a des erreurs. Et ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alternative, il faut faire des expériences. On ne peut pas faire des milliers d'expériences, c'est impossible, ça coûte beaucoup d'argent. C'est pas grave pour ceux qui font la recherche ici. Eh bien, nous sommes en train de tester de dataset, on injecte des données expérimentales dedans. Maintenant, un dataset de 10 000, chaque 100 valeurs numériques, on injecte la donnée expérimentale. Ça, la générosité scientifique. On n'a pas encore eu de résultat. Vous injectez. Plus vous injectez, plus vous donnez de la crédibilité à vos données. شوف راه انسان راه بحال داك اللي كيسولك وكيعطيك دي زانديكاسيون كيسولك وكيبدا يمشي معاك سيعطيك دي زانديكاسيون je pense que ça va faire une révolution في l'intelligence artificielle. Ceux qui vont le faire وكاين شكون اللي غيديرها؟ c'est ceux qui ont des données d'expérience. اللي عنده مثلا نمشيو للبي 2 ولا نمشيو لسيتيم ولا نمشيو si on trouve des gens qui vont nous donner des حيت المشكل c'est que les périodes d'études ne nous donnent pas les résultats. S'ils nous donnent des résultats, on va leur proposer des modèles très intéressants. Donc ça, c'est aussi une perspective sur laquelle nous travaillons. J'espère qu'on trouvera un doctorant qui va faire ça par la suite. Donc voilà, en utilisant donc, les réseaux de neurones donc, artificiels. Voilà, donc en conclusion générale, donc concevoir de nouveaux matériaux innovants. Sauf, les nouveaux matériaux innovants, c'est pas l'intelligence artificielle. Innovants بالبيوشارج. فهمتوا دابا البروبليم؟
لا حنا ما نقولكش راه استعملت l'intelligence artificielle باش نخرج ان نوفو ماتيريو لا لو نوفو ماتيريو تقدر تخرجوه باوتر شوز مي لا بيوشارج داكوغ كومبلكسيتي هاد ليدي سي عبد الله سي تو te rappelles l'idée ديال هادشي كله باسكو جو n'avais pas cette idée je co-encadrais de loin Fokam, tu te rappelles de Fokam? Alors Fokam c'est un étudiant camerounais et qui a un projet avec l'IDEC. L'IDEC c'est l'étude de l'impact. On a beaucoup de choses. Je n'étais pas trop satisfait. J'étais avec l'équipe de l'ENSEM, j'étais encore très jeune parce que Homa Kalon est grand professeur. Et moi j'apprenais avec eux. Mais j'étais numéricien parce que j'étais à l'ENRIA avant, donc numéricien. Et par conséquent, à un certain moment, je me suis dit pourquoi ne pas faire? On travaille sur le PVC. Je te rappelle. Et donc Fokam est aujourd'hui professeur donc à l'école polytechnique de Yaoundé. Yaoundé, donc c'est une école. Donc, alors c'est concevoir le modèle complexité de nouveaux matériaux plus limite des méthodes de modélisation classiques. Et puis, si vous voulez, une autre idée de thèse, etc. On l'a fait les matériaux plastiques, mais vous pouvez le faire, rien ne vous empêche de le faire le matériau composite. L'argile, vous pouvez utiliser les matériaux, les métaux, les alliages d'aluminium, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Le modèle, vous pouvez l'appliquer. Nous, on l'a fait dans les matériaux plastiques parce qu'ils sont faciles à caractériser. D'accord? Et les bio sont faciles aussi à caractériser. D'accord? Donc, là, on a modélisé et simulé un modèle de l'intelligence artificielle prédictif du comportement des matériaux composites. Voilà les étapes. Première étape, ça, dans une conclusion, les doctorants, dans une conclusion, il faut deux choses. Il faut poser le problème, il faut dire avec quoi vous avez résolu le problème, rappeler vos conclusions, vos contributions, mais surtout dire à quoi ça sert. Je suis en train de le faire. Je fais une présentation d'une thèse. Donc, le problème les étapes qu'on a suivies, construire un dataset en s'appuyant sur l'étude numérique et les méthodes classiques, ajouter expérimental si vous pouvez, étudier les différents paramètres du réseau de neurones afin de proposer un modèle, etc. Valider le modèle proposé via l'application de différents biocomposites. Et puis, il y a quelque chose que nous avons fait dernièrement. La thèse a été soutenue par le rapporteur. On a commencé à faire expérimenter ces matériaux dans la fabrication additive. La fabrication additive pour étudier le comportement après fabrication, c'est Zeynep Belabid qui l'a fait, donc en thèse en co-tutelle avec l'ensemble Paritech, et il a de très bons résultats. J'ai fait, si vous l'avez remarqué, le plan d'IMAC, j'ai essayé de ne pas parler de ça parce que nous n'avons pas encore des résultats intéressants. D'accord? Ça la présentation là, c'est encore prématuré. Donc, et puis voilà, il y a vérifié l'utilisation de ces nouveaux matériaux dans la bio-impression. C'est aussi une perspective pour ceux qui veulent travailler sur la fabrication additive. Prédiction du comportement. Pourquoi faire maintenant? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien, ça va servir dans la recherche. Tout ce que nous avons fait va servir aux chercheurs, notamment en essayant l'intelligence artificielle générative, meta-learning, c'est-à-dire aller à une grande dimension de données. On a des milliers de données, voilà, qu'il faut aller à des milliards, voire pour avoir de bons modèles d'entraînement et faire beaucoup de combinaisons. Et puis, donc, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle le générative adversarial donc network, donc les réseaux donc avancés pour l'industrie, donc l'industrie spatiale. Ceci va servir donc à faire des modèles, proposer des modèles pour l'industrie spatiale, automobile, pour les carrosseries, etc., les pare-chocs, l'industrie de construction, mais surtout la santé. Donc la santé, avec la fabrication additive, on a une idée. Donc à l'école, on a acheté un centre de fabrication additive complet, un scanner. Donc le problème qui se pose pour la santé, lorsque vous voulez greffer un organe, la tête de figure par exemple, eh bien, on n'a pas tous la même dimension de la tête de figure. Donc avec le scanner, on scanne avec la tête d'IEL et puis on calcule le matériau adéquat et on le développe la fabrication additive correspondant à vous. Et lorsqu'on passe à une autre personne, eh bien c'est un autre process qui va donc se faire pour la santé. Voilà, donc les perspectives, optimisation du modèle de l'intelligence artificielle, donc de l'intégration des méthodes d'entraînement avancées telles que l'apprentissage par renforcement. C'est ce que je vous ai dit.
Donc, nous pouvons renforcer l'apprentissage avec des données qui sont expérimentales. 39 minutes, je suis dans le temps. Développement de nouvelles fonctions d'activation, donc relatives à chaque matériau. Ça, c'est une tâche très difficile. Il faut beaucoup de mathématiques. Il faut avoir un background mathématique très intéressant. Notamment, on peut mettre un thésard en maths qui est avec un autre thésard pour pouvoir donc développer ça. Et développement de procédés hybrides combinant fabrication additive et traitement, c'est ce que je vous ai dit. Donc, traitement biocomposite recyclé. Bon, tu étais donc... Elle a travaillé sur le recyclage des matériaux composites biochargés et donc on a proposé une manière avec laquelle nous allons déterminer combien de fois nous pouvons recycler un matériau pour qu'il garde toujours ses caractéristiques mécaniques intéressantes. Avec un biochargement nouveau, etc. On a fait pas mal de résultats. Il y a pas mal de résultats qui sont très, très importants. Donc on s'appuie sur le site de l'intelligence artificielle pour optimiser les performances et la durabilité. Merci beaucoup. Donc ça c'est un ensemble de publications. Donc vous pouvez les trouver sur Internet. Un ensemble d'applications. Donc je n'oublie pas Moumen aussi parce que c'est quelqu'un, doctorant عاق شوية. Lui il est bien mais malheureusement كيبغي بزاف. Donc ça c'est, si vous voulez, il a beaucoup travaillé aussi avec nous, l'Abid, l'Khadar, etc. Jemour, c'est un prof qui est à la retraite maintenant, mais qui a travaillé sur ça avec moi en thèse, parce qu'il n'avait pas sa thèse, il a fait sa thèse. Et puis donc les livres scientifiques qu'on a, et puis voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Alors merci mon cher ami, c'est Khalifa. Donc je connais bien sûr de près ce que vous faites en ce qui concerne donc les travaux de recherche sur les matériaux biocomposites, biochargés, biosourcés, comme vous le dites à chaque fois à travers beaucoup de thèses, que j'ai assisté au moins à 5 thèses sur ce type donc de mélange en utilisant bien sûr la matrice, soit le PP, soit le PVC, avec bien sûr des biocharges tels que la noix de coque, de noix, ou plutôt donc ce qu'on appelle les plumes, comme vous l'avez dit. Et sinon, bien sûr, la première thèse, je me rappelle en 2018, c'est les cornes de vache, d'accord. Et là, c'était la difficulté que vous avez fait au niveau de l'expérimentation avec donc une machine d'extrusion pour bien sûr avoir la bonne homogénéisation bien sûr du mélange et la caractérisation soit donc de la corne ou évidemment donc de matériaux biocomposites. Bien sûr, il y a beaucoup de modèles qui l'ont fait, soit à travers l'élément fini, soit les méthodes bien sûr semi-finies, analytiques semi-finies, les semi-analytiques. Mais sinon, ce qu'ils ont bien développé dernièrement, c'est l'intelligence artificielle, en collaboration bien sûr avec les écoles en France. Je me rappelle l'ENSAM, Paretech en France. Sur 5 thèses en computer, avec Issel Tahel, depuis que j'ai fait une conférence là-bas, donc il y a beaucoup d'enseignants qui se sont intéressés, on a commencé à faire des... Et donc ils ont les données, hein, ils ont les données. Oui, donc ils ont beaucoup de travaux d'expérimentation qui sont très fiables, qu'on peut faire référence. D'ailleurs, moi-même, une thèse sera soutenue donc le 24, je crois, mai, et il fait référence à ces travaux d'expérimentation, bien sûr en utilisant d'autres modèles pour un peu faire la comparaison. Bon, donc je pense qu'on donnera la parole au public pour animer bien sûr cette conférence. Donc, Asmel Jay, enseignant-chercheur au département génie électrique et système intelligent à l'École supérieure de technologie de Fès, et ex-étudiant du master ingénierie mécanique avec mes professeurs Sir Khalfi, Bilal Arras et Sil Berkani. Donc, concernant cette, je tiens premièrement vous féliciter pour cette présentation concernant l'intégration de l'intelligence artificielle dans un topic qui est très intéressant, qui est la modélisation et la simulation des matériaux. Donc, j'ai quelques petites remarques et questions et clarifications concernant ce topic, puisque je fais aussi des recherches dans cette thématique d'intégration de l'intelligence artificielle dans tout ce qui est ingénierie, en particulier donc, la physique et la mécanique. Donc, et puisque je suis un petit peu du domaine, donc
j'ai quelques remarques concernant les difficultés concernant l'architecture de votre modèle. Donc, ça concerne un petit peu la question des hyperparamètres. Et puisque vous travaillez sur MATLAB, donc MATLAB elle est limitée dans ce sens de détermination des hyperparamètres. Donc, si vous travaillez en open source, c'est-à-dire en termes de programmation Python, avec les bibliothèques de deep learning, à savoir TensorFlow et PyTorch, dans ce cas, vous aurez la possibilité d'intégrer des algorithmes de détermination intelligente des hyperparamètres, à savoir l'algorithme de grid search. Donc cet algorithme est très puissant dans ce sens de détermination de la combinaison optimale des hyperparamètres, à savoir le nombre des perceptrons et de neurones dans chaque couche, le nombre de couches, le nombre des matchs, le nombre des époques, le learning rate, la fonction d'activation, etc., etc. Et vous pouvez aussi intégrer des approches de ensemble learning. Ça signifie que vous pouvez utiliser plusieurs algorithmes pour répondre à une question donnée. Donc, la question des hyperparamètres, donc vous pouvez résoudre cette problématique en passant vers l'open source et l'intégration de TensorFlow, PyTorch dans ce sens. Concernant la taille de données que vous avez utilisée, donc c'est la première chose que j'ai notée sur le notebook. Pour renforcer la performance de votre modèle, il faut intégrer des données réelles, des données d'expérience. Donc, dans ce cas, puisque vous avez basé sur seulement les données issues de modélisation éléments finis avec Abacus et ANSYS, dans ces cas, il y a un petit problème concernant l'erreur qui provient de cette modélisation de méthode éléments finis. Et on a l'accumulation des erreurs. Donc, il faut prendre ça en considération pour la performance et la mesure de performance de votre modèle. Donc, ça, concernant les données. Donc, une autre question, ou bien une autre remarque concernant le temps de calcul, ou bien le temps d'apprentissage. Donc, j'ai remarqué sur les slides que la durée d'apprentissage, donc c'est de l'ordre de quelques secondes. Donc, de l'ordre de quelques secondes, en principe, donc, pour que les algorithmes de deep learning marchent bien, il faut une base de données de taille colossale. Donc, pour que les algorithmes de deep learning fonctionnent correctement, donc il faut une base de données qui est un petit peu de l'ordre du big data. Et ça pose la question de la partie hardware que vous avez utilisée pour tout ce qui est apprentissage. Est-ce que vous avez travaillé sur des CPU, des architectures CPU ou bien des architectures GPU? Donc, ce sont les outils hardware que vous avez utilisés dans cette étape de training de vos modèles. Une autre question. Je réponds d'abord. Parce que sinon, après, d'ailleurs, j'ai oublié d'apprendre. Les hyperparamètres. Les hyperparamètres. Alors, si on bon, deux choses pour faire de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez besoin de faire des. Je l'ai dit. Donc, soit vous utilisez des logiciels tels que, par exemple, MATLAB, soit vous utilisez les open source. Nous avons utilisé les deux. Ici, je savais que je n'avais pas le temps. Et donc, je savais qu'il y aurait des personnes qui voudront prendre cette aventure. Il ne faut pas que je leur parle de côté open source. Parce que on aurait des interfaces tout le monde, ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, utilisent MATLAB. Mais c'est le niveau le plus bas. D'accord? Oui, on est d'accord. Voilà, ça donne quelques résultats. Maintenant, nous avons... On est allé loin. La deuxième question, votre deuxième question, utiliser... Pour faire de l'intelligence artificielle, vous avez deux approches. Vous avez l'approche utilisateur simple. C'est de prendre un logiciel qui vous cherche tous les hyperparamètres adéquats. Il itère et la meilleure solution. Ça, c'est une utilisation. Ça, c'est pas de la recherche. Ça, vous utilisez un outil qui vous donne
On va dire le niveau visuel. Les bases de données, vous pouvez utiliser un SGBD, un système de gestion de bases de données, niveau visuel, et vous pouvez programmer vos requêtes en faisant avec du langage naturel. Mais vous avez le niveau programmation. Le deuxième, les HOA, je conseille pour les chercheurs de le faire, parce qu'il faut utiliser le niveau visuel uniquement pour avoir une idée sur les résultats, mais après, il faut aller creuser pour chercher vos propres. Je vous l'ai dit, on a fait des milliers de combinaisons. Le logiciel, il converge par le plus proche chemin pour vous donner la meilleure combinaison des hyperparamètres. Là, on les a cherchés. Pourquoi? L'objectif, c'est quoi? Si vous le faites à travers ce logiciel, ben vous n'aurez pas votre propre modèle. C'est un modèle qui est proposé par un logiciel. Mais nous avons cherché nos modèles. C'est-à-dire vers un modèle intelligent de prédiction du comportement de Alors, le modèle, il nous appartient. Il est boîte noire, caché. C'est-à-dire que si vous allez sur le logiciel qui cherche les hyperparamètres, vous aurez un autre modèle qui vous donne d'autres résultats. Mais la réalité est ailleurs. Il faut faire, lorsqu'on a fait les expériences, on a trouvé que le modèle donne des résultats proches. Parce que vous l'avez fabriqué avec vos mains. La deuxième question. La troisième était oui, c'est une très bonne question. Merci pour la question. Il vous faut quelques secondes parce que nous avons effectivement utilisé des machines très performantes, donc notamment les GPU. Nous avons deux serveurs chez nous à la maison, donc à l'école, donc ils sont très puissants. Alors, le calcul, si vous le faites, ça peut prendre jusqu'à 16 heures de calcul, 18 heures de calcul, avec ces quelques secondes parce que nous avons des calculateurs. Dernièrement, parce que je voulais faire des calculs à la maison, donc je me suis procuré une machine, un portable, PC portable, les HOA GPU, ou la NVIDIA, la carte graphique NVIDIA. Je l'avais acheté à travers un fournisseur des États-Unis, 36 000 dirhams hors mais c'est quelques secondes. Donc c'est important parce que je peux le prendre avec moi là où je vais, si je voyage, etc. Mais s'il a la capacité, actuellement, il y a des PC portables qui sont très performants au niveau calcul. Et donc surtout les cartes graphiques NVIDIA. Aujourd'hui, avec il y a 32 Go de RAM, vous avez des disques durs de 2 à 4 Tera, etc. pour utiliser ce qu'on appelle les mémoires virtuelles, les VM, donc mémoire virtuelle dans le disque dur, etc. Donc c'est ça. On est vraiment conscient. Prendre un PC comme ça et faire l'entraînement, ça va durer beaucoup d'heures. Nous travaillons sur des dizaines de milliers de données. C'est vrai, au début, on travaillait sur 1000 données, etc. Mais après, c'est 120 000, 200 000, etc. Pour pouvoir avoir donc des modèles de ce genre. Ça va? D'autres questions? Le cumul des erreurs. La modélisation élément fini, il y a la partie erreur. Le cumul des erreurs, شوف الله غالب. شو نقول لك؟ شوف l'expérience عطينا لي دوني نعطيوك un modèle. علاش قلت لك الله غالب؟ حنا اون اسي حتى الموديل نوميريك كنحاولوا ما يكونوش فيه لي زيرور تري غرون. مي اون اي كونسيون عارفين بانه لي دوني اللي خارجين فيهم بوكو d'approximation. Les éléments finis ou les différences finies, les différences finies, c'est l'approximation. Et l'approximation, bien sûr, ça donne. Maintenant, j'espère que, un dataset de 100 000 données, d'accord, si on a 10 000 données expérimentales, les entreprises ne vont pas faire. Parce que ces teams, par exemple, ou là, LP2E, ils ont beaucoup de réseaux. PVC, par exemple. Maintenant, l'idée de recherche, c'est quoi? C'est de guider cette erreur. Tu vois l'influence sur le résultat final. On ne l'a pas encore fait.